Nous sommes si heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau, de vous recevoir en présentiel, en chair et en os, pour cette 8e édition des Victoires du Capital Humain. Je vois dans cette salle dès l'ouverture des têtes bien connues, des fidèles de l'événement et des nouveaux participants. Nous allons ouvrir une après-midi de conférences et d'ateliers dédiés à votre fonction de ressources humaines qui a été si exposée les mois que nous venons de vivre, les mois, même années, je dois dire qu'il faut le dire, et qui continue de l'être, mais avec, en sortant grandi de cette crise, puisqu'aujourd'hui, le positionnement stratégique de la fonction ne peut plus faire débat, pour se redéployer, pour remobiliser les collaborateurs, pour adapter les organisations de travail à tous les enjeux actuels qui sont à la fois, bien sûr, la distance, le développement massif du télétravail, mais aussi toutes les transformations des métiers, des organisations qui se poursuivent et s'intensifient. La direction des ressources humaines est bien entendu au centre et nous allons en discuter, en débattre et réfléchir avec vous à tous ces enjeux auxquels la fonction fait face tout au long de la journée. Et pour l'ouvrir, nous sommes vraiment heureux et nous vous remercions de votre présence, Monsieur Thibault Guilly, haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Vous allez un peu nous expliquer quels sont vos sujets prioritaires, et ce sujet de l'engagement des entreprises est souvent, l'essentiel du temps, très porté par les directions des ressources humaines. Les sujets d'inclusion, de diversité, d'accueil des personnes éloignées de l'emploi, de handicap, de maladies seront très présents durant toute la journée. D'ailleurs, je signale que pour la première année, nous accueillons la Ligue contre le cancer que vous verrez dans la salle des cocktails et qui est à disposition pour échanger avec vous sur les enjeux de retour à l'emploi des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Et donc, voilà, je le signale d'emblée que vous pouvez aller discuter avec les personnes de la Ligue qui sont là pour évoquer vos problématiques et vous donner des premières pistes de réponse. Voilà, sans plus attendre, je vais vous céder la parole. Comme on en est convenu, je vous laisse présenter votre parcours d'engagement dans différentes associations pour l'insertion et l'inclusion, et puis aujourd'hui, vos missions prioritaires au sein du Haut Commissariat. D'accord, merci à tous. Ravi d'être parmi vous, effectivement, puisque vous représentez, je pense, une fonction qui est effectivement particulièrement importante et peut-être probablement la plus importante, en tout cas vue du point de vue du ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion que j'ai l'honneur de servir. Très brièvement, moi je reviendrai pas forcément trop sur mon parcours, sinon qu'avant d'être au commissaire, j'ai eu l'occasion d'ailleurs, je reconnais quelques têtes connues pendant 20 ans de développer des entreprises, des entreprises sociales, des entreprises dans tout un tas de domaines d'ailleurs, de la construction à la supply chain, en passant par le numérique ou l'économie circulaire, ce qui m'a permis d'explorer quand même pas mal de domaines d'activité, à chaque fois de faire de ces domaines d'activité des leviers, des tremplins pour des personnes qui parfois avaient connu des chemins de vie un petit peu plus compliqués ou avaient dû emprunter des chemins de traverse. Donc c'est des entreprises à finalité sociale et ça m'a enseigné, ça m'a permis d'expérimenter vraiment de façon très concrète comment on peut lier performance humaine et performance économique, et comment d'ailleurs j'ai du mal à concevoir comment on peut parfois encore aborder ces questions-là de façon déliée. Cela étant dit, ça m'a amené, et ça nous a amené à nous poser la question. Ça nous pose la question de l'engagement. Enfin, moi, dans l'engagement politique, on va dire, qui est le mien, eh bien, il se fait à travers ce haut commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans, je vais dire, que j'ai franchi le Rubicon, mais toujours avec cette même priorité, cette même raison d'être ou mission en tout cas, de bâtir une société plus collective, de se dire comment on peut résoudre l'équation entre des personnes dont ils n'ont pas encore trouvé eux-mêmes ou dont on n'a pas donné encore les moyens de pouvoir développer le potentiel, les capacités, les compétences,
Et puis des entreprises qui ont à se développer, à relever des défis, et comment on réconcilie en fait le potentiel d'opportunités qui existent dans notre pays pour relever tout un tas de défis, qu'ils soient sociaux ou économiques dans les entreprises, et puis toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent parfois encore, sinon inutilisées, en tout cas mis un petit peu sur le bord de la route. C'est cette mission-là qui m'a été confiée par le président de la République. Et puis moi, je travaille évidemment beaucoup plus, un petit peu comme un bras armé opérationnel auprès d'Elisabeth Borne. Donc sur les questions d'emploi, avec cette visée quand même un petit peu inclusive. Et tout particulièrement, ça a pris d'autant plus d'acuité peut-être pendant cette période de crise, de se dire comment on peut faire en sorte de veiller d'abord au cœur de la crise, à ce que, comme chaque crise, les personnes les plus précaires et les jeunes ne soient pas les sacrifiés et ceux qui payent le plus lourd tribut à la crise, parce que par définition, ce sont les personnes et ces populations-là qui payent le plus lourd tribut à ce type de situation. Et puis en même temps, de préparer l'avenir en se disant comment on peut essayer de corriger ce qu'on peut considérer comme une malfaçon collective, dont on a tous notre part de responsabilité, que ce soit au niveau des politiques, de la conduite des politiques publiques, mais aussi du fonctionnement de nos organisations, de nos entreprises, de nos fonctions d'employeurs, de se dire comment on peut faire pour développer ce capital humain qui est, je crois, le thème, ou en tout cas l'enjeu de vos échanges d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est pas anodin, c'est pas par forfanterie ou par égocentrisme forcené que j'ai un titre à rallonge, mais le emploi et engagement des entreprises est pour moi absolument clé, parce qu'on a trop souvent considéré les politiques publiques d'emploi, les politiques publiques sociales, finalement comme faisant peser la responsabilité de la réussite seulement sur l'individu. C'est évident que chacun fait son chemin, se donne les moyens de réussir, de saisir les opportunités, et que cela fait partie, je dirais, de la dynamique. En tout cas, sinon évident, en tout cas, c'est évidemment une conviction personnelle que peut-être d'autres partagent dans cette salle. Donner les moyens, c'est donner l'occasion d'avoir une expérience, développer les compétences, créer des environnements de confiance. Bref, ce qui me semble parmi les fondamentaux des missions qui sont les vôtres au sein de vos entreprises. L'individu, certes, mais il y a aussi la collectivité et la société. Comment elle peut être plus inclusive, plus accueillante? Si je suis un petit peu clair et cash, vous pouvez aider et soutenir et faire tout ce que vous voulez pour accompagner un jeune dont le patronyme est étranger et qui habite dans un quartier prioritaire de la ville. S'il fait tous les efforts pour monter l'escalier et qu'en haut la porte est fermée à double tour parce que l'entreprise, l'organisation, les employeurs, quand je dis l'entreprise, c'est au sens large, et je mets d'ailleurs l'employeur public en premier lieu, parce que souvent c'est le dernier à avoir des leçons à donner sur ces sujets-là. Si en fait on ne sait pas ouvrir la porte à la singularité, à la diversité, à la mixité, eh bien on n'y arrivera pas. Et donc toutes les histoires d'emploi et de performance sociale, de performance humaine ne pourront se construire que si on a une conscience de quel est l'accompagnement et comment on donne les moyens à chaque individu de développer son meilleur potentiel. Vous voyez là, vous ici, vous donnez les moyens en tout cas de mettre de l'ambiance dans cette... râler la technique, mais il y a un petit effet, c'est pas grave. Non, c'est super, c'était fait exprès, justement un peu de... voilà. Mais donc accompagner les personnes, mais donc accompagner les entreprises à ouvrir leurs portes à cela. Et je pense que on évolue collectivement, et ce sera intéressant d'en débattre, de prendre conscience que on vit dans un monde dans lequel il ne faut plus forcément aller chercher sur le marché du travail exactement la personne qu'on attend avec les compétences et le niveau d'expérience qu'on a, parce que de toute façon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je pense que dans un certain nombre de cas, elle n'existe pas et vous ne la trouverez pas. Mais on vit dans un monde où de toute façon, les métiers, les compétences techniques, vous le savez 1000 fois mieux que moi, ne cessent d'évoluer. Et donc, on a plus besoin finalement de recruter des personnalités, des tempéraments, des gens qui vont vouloir faire un bout de chemin avec vous dans une aventure entrepreneuriale, dans une aventure d'une organisation, et d'être prêt à s'adapter, je dirais, aux évolutions, qu'elles soient sur vos positionnements, sur vos marchés, donc les types d'activités, mais aussi sur la manière dont vous les mettez en œuvre, qui font que les processus, les procédures, les savoir-faire ne cessent de bouger.
Du coup, ça veut dire que l'entreprise doit devenir finalement une fabrique à accueillir, à intégrer, à former, à faire évoluer, à faire pivoter, etc., et à organiser les mobilités au sein de l'entreprise. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce que ça rend le métier beaucoup plus passionnant. Mais du coup, ça change la perspective. Et cette perspective-là, il faut qu'on accompagne, parce que je pense qu'on n'a pas encore fait vraiment complètement le pivot, en tout cas dans la tête de tous nos dirigeants. C'est ça la mission. Alors maintenant, très concrètement, je vais prendre un ou deux exemples. Je vais me concentrer peut-être sur les jeunes, même si on pourrait aujourd'hui, c'est le duodé et la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, et que je pense que on a un énorme chemin à faire aussi dans ce domaine-là. Mais sur les jeunes, pendant la crise, du coup, au mois de très vite en fait, dès le mois de fin mars début avril, donc 2020, donc c'était vraiment très très peu de temps après la crise. Moi, j'avais mis en place des webinaires et puis des échanges. D'ailleurs, il y avait Loïc Touranché là que j'ai recroisé là qui apportait aussi un petit peu son écho et puis son expertise là-dessus. Mais où on réunissait les entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, mais moi j'étais au ministère. Et donc en fait, il fallait qu'on réinvente complètement, quasiment, qu'on recodifie la manière de fonctionner. Et que du coup, on échange en permanence avec les entreprises pour savoir ce qu'on mettait en place, si ça fonctionnait, comment il fallait l'adapter, faire une pédagogie vraiment en circuit très court là-dessus. Et vous avez quand même sacrément bien joué le jeu. Et très vite, il y en a quelques-uns qui me disent Thibaut, nous on manque tellement de visibilité, etc., qu'il y a déjà des plans qui sont en train de se faire où on va arrêter les recrutements des jeunes, on va arrêter même l'apprentissage, etc. Et donc du coup, on s'est posé avec les équipes au ministère pour se dire quel plan on peut mettre en place pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas sacrifiés. Un jeune, une solution, les aides à l'apprentissage, vous connaissez, les aides à l'embauche, la formation, le service civique, les aides à l'accompagnement et maintenant les aides aussi à la création d'entreprises. Un plan assez inédit, 10 milliards d'euros d'investissement pour la jeunesse. Réponse à l'urgence pour faire en sorte qu'on passe une année normale dans une année anormale, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire qu'on a réussi ensemble et grâce à vous à faire en sorte que le chômage des jeunes ne prospère pas, mais un jeune, une solution, c'est aussi une réponse à un déficit structurel que nous avons dans l'insertion des jeunes en France. On est quand même plutôt les derniers de la classe, vous qui en plus de ça avez des comparatifs européens. On a beaucoup de jeunes sans études, sans formation, sans diplôme, et on a un surchômage des jeunes qui est rampant depuis des années. Comment on s'attaque? Et c'est à ça qu'on est en train de travailler ensemble avec vous en ce moment pour pouvoir casser cette spirale, pour venir nourrir vos entreprises, parce que vous avez tous des difficultés de recrutement, et puis aussi redonner de la perspective à toute cette jeunesse qui est délaissée. Et donc, c'est pour ça qu'on investit dans l'apprentissage et dans toutes les formes qui cumulent finalement l'emploi, l'expérience professionnelle et la formation. Je sais qu'il y en a aussi là qui font de la transition collective. On développe aussi tout ce qui est préparation opérationnelle à l'emploi. Enfin, tout un tas d'outils en fait qu'on met à disposition des entreprises. On essaye nous de créer un écosystème et des outils assez diversifiés pour que vous, les entreprises, vous puissiez ensuite jouer votre rôle d'inclusion, de formation là-dessus. Donc ça c'est quelque chose qui est important. J'aimerais bien aussi parler du mentorat parce que il suffit pas de mettre sur étagère tout un tas de dispositifs et d'opportunités. Il suffit pas que vous mettiez des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'apprentissage. Faut-il encore que chacun puisse les saisir au bon moment, au bon endroit et en se sentant en situation de confiance suffisamment forte pour pouvoir les saisir. Et donc ça, c'est le mentorat. On est en train de changer l'échelle du mentorat que vous avez porté un certain nombre d'entre vous depuis quelques années. Ça touche 25 000, 30 000 jeunes. On en fait là une politique publique pour passer à 100 000 jeunes d'ici la fin de l'année. Je pense ce sera peut-être tout début d'année prochaine. Et puis 200 000 en 2022. Vous imaginez si on crée des ponts entre vos collaborateurs et des centaines de milliers de jeunes chaque année, que vos collaborateurs aident les jeunes à réussir. Vous le savez, pour ceux en tout cas qui le pratiquent, c'est à la fois préparer et aller chercher toutes les pépites qui sont dans le pays et qui aujourd'hui sont encore inexploitées et dont vous avez besoin dans vos entreprises. Et puis c'est aussi donner la possibilité à vos managers de donner du sens à votre action, de donner du sens à leur action, de finalement se confronter à d'autres réalités sociales, personnelles ou etc. Et donc du coup de faire monter en compétence la capacité d'inclusion de vos entreprises. Voilà, et donc tout ça, après d'ailleurs on le rend simple, on essaye de le rendre simple en développant des services.
Vous pouvez tous les retrouver d'ailleurs sur unjeuneunesolution.gouv.fr. Moi aussi, je fais un petit peu ma pub. Pourquoi ? Parce qu'il faut simplifier la vie des entreprises, notamment des TPE, PME et aussi des grands groupes pour qu'elles puissent s'engager. Vous êtes déjà 20 000 entreprises à vous être engagées concrètement dans Un Jeune, une Solution. Et je pense qu'à peu près, je dirais qu'à mon avis, je ne sais pas, est-ce que ceux qui sont engagés dans Un Jeune, une Solution aujourd'hui peuvent lever la main ? Rassurez-moi. Bon, c'est bien, ça me rassure parce que non, mais c'est bien. Donc on a fait la moitié du chemin, et puis ça veut dire qu'il reste du potentiel de croissance. Donc pour tous les autres, Un Jeune, une Solution, allez vous engager. C'est des aides, c'est des services pour vous aider à recruter, c'est des événements pour pouvoir connecter les jeunes avec les entreprises, c'est des aides financières, des services, c'est la faculté qu'on va donner à vos collaborateurs de pouvoir s'engager, de donner du sens à leur engagement. Et puis c'est aussi la capacité à construire un dialogue renouvelé entre les pouvoirs publics et les entreprises. Plus de 20 000 maintenant sont dans les réseaux, les entreprises s'engagent. Eh bien, si vous avez envie qu'on fasse des politiques publiques qui soient plus adaptées au terrain, plus adaptées à vos besoins, etc., nous mobilisons nos préfectures, nos DRES, nos DETS, pour apprendre un petit peu plus le langage de l'entreprise, de la même manière que vous, on vous invite à nous rejoindre pour voir comment on va pouvoir être de plus en plus efficace dans les politiques d'inclusion, d'égalité des chances, d'inclusion des personnes en situation de handicap, et que je pense que l'alignement de l'intérêt des entreprises, de vos entreprises, et celui de l'intérêt général n'a jamais été aussi possible à mettre en œuvre à partir du moment où vous vous engagez. Je vois que c'est time out, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me taise. C'est plus pour moi, j'aurais mis un peu plus de rondeur personnellement. Mais juste peut-être mon dernier message, c'est que l'inclusion et ces questions d'inclusion, vous avez commencé en disant c'est l'insertion des personnes en difficulté, situation de handicap, les jeunes, etc. Ce que je comprends tout à fait. Moi, je pense que vous pouvez l'aborder de façon un petit peu différente. Pour moi, c'est pas évidemment que ça vient nourrir aussi vos indicateurs RSE. Ça va aussi venir alimenter la preuve de vos politiques d'engagement pour attirer les jeunes talents, les jeunes diplômés, etc. Mais je pense que, en tout cas, vous, qui êtes les leaders du capital humain, qui êtes là au cœur de la fonction RH, vous devez expérimenter, explorer, comprendre qu'en fait, en devenant plus inclusif, en rendant vos entreprises plus inclusives, c'est-à-dire en étant capable de faire en sorte que votre organisation s'adapte à la particularité de telle ou telle personne, eh bien en fait, vous rendez service à l'ensemble du collectif que vous avez animé, vous le rendez plus performant, vous le rendez plus adapté, plus adaptable, vous contribuez à la résilience beaucoup plus forte de votre entreprise. Et on l'a bien vu pendant la crise ou en sortie de crise, les entreprises qui étaient les mieux préparées, les plus résilientes et qui du coup étaient peut-être aussi les plus en capacité d'être à l'écoute finalement de ses collaborateurs et de son capital humain, puisque c'est votre expression, eh bien c'est celles qui ont su traverser la crise et aider leurs collaborateurs à traverser la crise de façon beaucoup plus facile, parfois même presque positive, et de préparer les rebonds, les transformations et les accélérer dans la foulée. Donc tout ça pour vous dire que l'inclusion, c'est pas seulement de la RSE, mais c'est le meilleur investissement que vous pouvez inviter vos dirigeants, votre entreprise et vos collaborateurs à faire, mais ça ne se fait pas de façon spontanée, c'est un investissement, c'est un apprentissage, c'est de la formation, et vous pourrez compter en tout cas sur le gouvernement, la ministre du Travail et moi-même pour cheminer avec vous et accompagner cette montée en compétences collectives. Merci beaucoup pour ces paroles inspirantes. Si vous voulez refaire votre pub, c'est avec le Un jeune, une solution. unjeuneunesolution.gouv.fr. Et puis j'ai récupéré les fiches de présence, et donc on fera une petite comparaison ensuite dans les 48 heures pour faire les relances qui sont conforme nécessaires. RGPD, bien entendu. Non mais bien sûr, c'est volontaire, c'est volontaire. Merci beaucoup et puis voilà, merci d'avoir ouvert avec ces paroles cette 8e édition des Victoires du leader du capital humain. Merci. On enchaîne sur les conférences et toute l'après-midi.